Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International en ce dimanche 14 avril. Nous vous invitons à vivre avec nous On en parle à Taïwan et le programme musical Partitions orientales et Sous des cieux amplifiés. Bonne écoute à toutes et à tous. Tout de suite, On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour On en parle à Taïwan cette semaine, c'est donc Valentin Floquet Ça. et François-Xavier Boulet avec des sujets différents. Par Oui. exemple, pour ma part, je vais vous parler d'un 1er avril qui a presque mal tourné ou qui est en train de mal tourner. Oui, de Voilà. mon côté, moi j'ai parlé du séisme et des pertes au niveau du tourisme prévues, ainsi que les grandes promotions des gros resorts de la région de Hualien. D'accord. Voilà, je vais vous parler un petit peu de détails de tout ça. Mhm. Et alors moi, pour changer d'atmosphère, j'aurai 2 sujets. Je vais vous parler de spectacles, de diplomatie, de poésie et d'artisanat, et le tout lié entre eux, quoi. Je vais peut-être commencer, vu que le séisme est quand même un des sujets Oui. principaux de ces derniers jours à Taïwan. On va peut-être commencer par là, même si c'est un peu plus léger que ce qu'on a d'habitude dans les news qu'on a partagées, notamment sur Facebook ou sur... Voilà, sur- là, tu sur vas le pas site nous faire un internet. bilan de Là, la c'est pas un catastrophe. bilan, là, c'est un peu plus niche, un peu plus détaillé dans le sujet, mais ça reste quand même en lien avec le séisme et avec tout ce qu'il y a au niveau du tourisme dans la région. Donc, comme vous savez, il y a eu un terrible séisme le 3 avril dernier, le jour de mon anniversaire, pour info. Ah, Voilà. Mes 40 ans, ça a été le plus gros séisme en 25 Oui. ans de Taïwan. Voilà, Wow. c'est fait. Voilà, je sens qu'on va me le ressortir dans les années suivantes, le 3 avril. Ah, c'est ton anniversaire du séisme. Bon, bref. Voilà. Ça, c'est un détail, mais en gros, donc le séisme a bien sûr fait beaucoup de dégâts matériels, etc. Il y a aussi beaucoup d'impact au niveau économique général. Mhm. Notamment, on a souvent parlé des buildings qui ont été détruits. Il y en a 100 qui sont plus ou moins à risque. Oui. On a fait des news là-dessus, mais on n'a pas encore trop parlé, nous, à RTI, du côté touristique, puisque quand même, Hualien base Ça vient énormément une par bonne ça. partie de son économie sur le tourisme, même si, par exemple, il y a quand même avec Taroko, il y a encore 2-3 exploitations du marbre, si je me souviens bien. Mhm. C'est oui, ça aussi une des continue grosses un peu. parties économiques de Hualien. Et justement, vous allez voir que c'est un peu entre le marbre qui est un peu la grande base économique de Hualien et aussi un petit peu leur perte dans ce cas Oui. de figure. Mhm. Donc, en gros, en tourisme, le parc national de Taroko, qui est l'un des lieux les plus visités à Taïwan, est totalement fermé. Mhm. On a vu que il y en a. C'est de manière indéterminée pour l'instant. Les gens plus proches du dossier, qui ont envie que ça rouvre très vite, vont dire c'est fermé de manière indéfinie, mais on aimerait bien que ça Dès qu'on ressorte. peut, on rouvre. Ça rouvre rapidement. On sait que par exemple la route 8 Oui. nationale, ils aimeraient pouvoir la réouvrir d'ici la fin du mois, Mhm. avec les travaux essentiels de base soient faits pour que la route puisse être rouverte à la fin du Cette mois. route, c'est celle qui monte ou descend les gorges. Voilà. Et en fait, il y a les 2 routes en fait qui relient Taipei et la région. Donc il y a celle qui va vers Ilan, la 9, et la 8 Oui. qui descend plus au sud et qui relie jusque les gorges de Taroko. Mhm. Donc il y a donc cette route-là, il y a des gens aussi, donc les managers du parc et d'exploitation aimeraient que ça rouvre. Ils disent que pour l'instant, ils ont fait une fermeture complète et intégrale jusqu'au 7. Ils vont réévaluer au 14 parce qu'ils auront plus d'informations pour donner peut-être une échéance plus complète, mais on ne sait pas encore. Pour l'instant, l'annonce officielle quand même du parc, c'est fermeture définitive jusqu'au
jusque indéfinitif. C'est-à-dire là, l'évaluation de ce week-end, on ne sait pas encore le résultat final, mais jusqu'à nouvel ordre. Selon un expert en géologie du parc en géologie de l'Université nationale de Taïwan, et lui, il préconise une fermeture complète pour que tout se stabilise pendant 2 à 3 ans. Voilà, ça c'est la première expertise. Il y a aussi cette même expert avait annoncé que pour avoir un retour à ce qu'on connaissait avant le séisme, il faudrait 5 voire 10 ans pour trouver les décors dont on a l'habitude. Oui. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Même si ça sera jamais pareil, j'imagine. Voilà, ça sera jamais pareil. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de risques d'éboulement selon toute la composition en fait du terrain a changé. Il faut savoir que Taroko, dans les endroits les plus risqués, c'est des pentes à 60-70 degrés avec d'inclinaison et que comme je disais tout à l'heure, on parle de marbre. Et le marbre est le plus à risque parce que dans des gros séismes comme ça, en fait, tout se fissure et tout devient instable. Et ce même expert expliquait que c'est la partie au niveau des 9 virages, pour ceux qui connaissent. C'est une des parties les plus visitées du parc, justement. Tout à fait. Qui est aussi la plus grande composée en marbre. C'est je crois que c'est 70-80% de l'ensemble des montagnes dans ce coin-là, dans cette zone qui est composée en marbre, et que tout est fissuré à l'intérieur et qu'on ne sait pas du tout l'étendue des dégâts, et qu'il peut y avoir encore des risques de brisure des pierres et des éboulements par la suite. Oui, surtout que s'il pleut, il y aura des infiltrations, ça continue de bouger tout le temps, c'est sûr. Et il y aura des risques de glissement de terrain avec des typhons, etc., qui vont pouvoir... peut-être aussi des arbres sur les petites parties un peu terreuses qui puissent s'arracher plus facilement parce que la base est moins solide. En tout cas, pour le tourisme, c'est pas facile. C'est parce que pour le tourisme. Les gorges de Taroko, en fait, c'est un peu un incontournable du tourisme à Royenne. En fait. Et donc, ce que prévoit déjà, la première chose que prévoit le bureau du tourisme et l'association du tourisme de Hualien, c'est de bifurquer la plupart des touristes vers la vallée de Huadong. La vallée de Huadong, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Hualien et Taidong. Il y a une grande vallée avec plein de choses assez intéressantes à voir. C'est pas aussi spectaculaire que les gorges de Taroko, mais il y a d'autres sites à voir. Il y a plein de choses à voir qui sont très intéressantes aussi, même si c'est peut-être un petit peu moins communiqué. Souvent, quand on parle de Taïwan, on va mettre en image notamment les gorges de Taroko. Là, ça va être un peu différent. Voilà, donc ça, c'est en tout cas une solution temporaire. On sait qu'au niveau du tourisme, il y a environ... un gros impact pour les 3 mois à venir. Il y a eu beaucoup d'annulations jusqu'à fin juin pour l'instant. Après, les gens regardent encore en termes de touristes. Les gens n'ont pas encore fait trop d'annulations, mais on sait qu'il y a eu un impact déjà de 10% sur les réservations d'hôtels. C'est-à-dire que sur la période du mois d'avril, par exemple, on est en général à 55% de taux d'occupation de toutes les chambres de la région, ce qui comprend environ 17 000 chambres. Et on est passé à 45, avec principalement des voyageurs étrangers qui ont annulé leur séjour dans la région de Hualien. Alors, une estimation empirique au niveau du tourisme faite par l'association du tourisme de Hualien, donc a estimé de manière empirique qu'il y aurait 5,3 milliards de pertes que pour le mois d'avril de dollars taïwanais, et 15,28 millions d'euros. Cela représente 15,28 millions d'euros. Et donc c'est toujours basé sur l'estimation de 2022 pour le mois d'avril, qui disait que la moyenne pour un séjour par personne de dépenses était de 5,736 dollars taïwanais, soit environ 155 euros par nuit. Et à partir de cette base, ils ont juste étalé sur l'ensemble des 17 000 chambres pour faire ce calcul. Donc c'est ce que j'appelle empirique, c'est-à-dire que c'est vraiment au pire des pires, ça serait une perte totale, en évaluant qu'il y a une perte de 10%, justement comme on a dit, de toutes les réservations, sachant que maintenant il y a là on va arriver sur la dernière partie de cette rubrique. Il y a beaucoup de promotions qui sont faites, et donc il y a
comment dire, il y a des réservations de nouveau qui sont Qui en train reviennent. de revenir. J'ai regardé un petit peu avant l'émission sur les trucs avec les promotions jusqu'à la fin du mois de mai. Impossible de réserver les chambres hein, sur ceux qui font des promotions comme ça. D'accord. Alors, en l'occurrence, on peut dire qu'il y a, par exemple, souvent des promotions qui sont faites sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Par exemple, là, j'ai une nuit offerte pour une nuit achetée ou une chambre offerte pour une chambre louée. C'est-à-dire que si vous D'accord. venez en groupe, vous avez une chambre offerte pour une chambre louée. Mhm. Ou alors, si vous venez seul, vous avez et que vous restez plusieurs jours, vous avez plusieurs, pour 2 jours, par exemple pour 2 nuits, vous avez deux nuits offertes, ce qui est quand même assez une C'est grosse réduction intéressant, quand mais, même. ouais. Voilà. Mais si ça attire du monde, bah, eux, ça leur permet aussi de rentrer dans certains frais, sachant que là, Voilà. en plus, les 3-4 jours de congé qui ont suivi le séisme, là, il n'y Il y avait avait plus personne. Quoi. Ouais, non. Clairement. Et donc ça c'est une des offres. Après on a 20% de réduction et le trajet aller-retour en taxi entre la gare et l'établissement offert pour un autre établissement. D'accord. On a le prix fixe d'une chambre plutôt luxe à $1 500 taïwanais par nuit. Ça fait environ 45 €. Ce qui et cela inclut aussi la location à la journée d'un scooter. D'accord. Donc vous avez un scooter à disposition gratuitement. La formule toute comprise. Quoi. Voilà, pour $1 500 taïwanais, une belle chambre. J'ai regardé, c'est un, Très correct. c'est un genre de minsu, hein, c'est-à-dire ces établissements, Une chambre Guest d'hôte house ou- ou- une genre de chambre guest, d'hôte, ouais. chambre d'hôte, avec une chambre qui ressemble plus à une petite suite qu'à juste une chambre basique Oui. avec un lit et une salle de bain. Et donc après, il y a aussi des établissements qui offrent beaucoup d'activités touristiques de la région avec des passes à prix réduit. Normalement, le pass est à $750 taïwanais, soit 22 €. Mhm. Là, il passe à $250 taïwanais, soit 7,22 €. Donc, ça fait quand même une grosse réduction. Et ça comprend des activités telles qu'une balade en radeau de bambou, du tir à l'arc, et même pour $100 taïwanais, la visite de 2 autres parcs dont les entrées sont payantes. D'accord. Et aussi Plutôt parc de loisirs ou... non, parc naturel. Parc- Je sais pas ok. si tu connais le parc Promised Land à Hualien. C'est un des parcs, c'est un parc comment dire, attaché à un hôtel. D'accord. Et donc là, c'est les activités du parc. L'entrée du parc est à $300 taïwanais. Là, c'est réduit à $100 taïwanais en l'occurrence. D'accord. Et dans ce parc, il y a une boutique, un genre de restaurant où ils font des desserts et il y a 20% sur toutes les glaces. D'accord. Voilà. Ce qu'on peut retenir surtout, c'est que sur ces réductions, c'est toujours l'association de tourisme de Hualien qui parle là, qui disait que les exploitants et les gens du tourisme, les établissements préfèrent quand même faire des réductions ou des offres incluses avec des services plutôt que des réductions sur le prix coûtant des chambres pour la plupart des établissements. Et là on le voit, sur les gros resorts en tout cas ça va être ça, et sur peut-être plus sur les minsu, on a peut-être quelques réductions, c'est pas général. Voilà. D'accord. Ben voilà, merci pour ce petit topo un peu tristouné quand même pour le tourisme, mais qui va essayer de renaître de ses cendres. Exactement. Bah, je propose qu'on continue avec toi, Fix. D'accord. Alors moi, c'est plutôt un petit poisson d'avril. Enfin, petit. À RTI, on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour nos auditeurs pour le poisson d'avril? Il y en a qui ont remarqué notre petit... on avait poussé la chansonnette du jingle avec Lisa et Sasa, en chantant juste le jingle de fin. Voilà, a cappella. Dont on parle à Taïwan. Rien de bien méchant, mais en fait, on n'avait pas trop non plus d'inspiration pour faire autre chose. Et Moorstock, qui est un influenceur qui est lié au marché boursier à Taïwan, lui a été très inspiré. Il a fait tout un article en copiant ou en imitant la bannière du très sérieux site économique Bloomberg en anglais pour faire un article qui annonçait que le mania financier américain Warren Buffett rachetait toutes ses parts des actions qui venaient de céder quelques mois plus tôt de TSMC. Et du coup, c'était un article qui était plutôt bien rédigé, qui pouvait être très sérieux, qui citait tout l'historique de l'année passée et des mouvements de Warren Buffett. Cet influenceur une fois qu'il a lâché le poisson a quitté l'aquarium, quoi, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que l'affaire, elle a très très rapidement dépassé lui-même et puis toutes ses attentes, puisque
L'article a été repris, a été traduit automatiquement par tous les algorithmes d'intelligence artificielle, qui fait que ça a été repartagé par beaucoup de sites sérieux, économiques, financiers, au point qu'aujourd'hui, lui, il encourt 3 à 10 ans d'incarcération et 10 millions à 200 millions de dollars taïwanais d'amende pour fake news, donc une fausse information qui a eu un gros impact sur la santé du marché boursier. Mais il faut dire qu'à Taïwan, j'ai pas l'impression qu'on fête beaucoup le 1er avril, enfin le poisson d'avril, et c'est peut-être pour ça que ça a été pris au sérieux. Mais ça a été repris dans les médias anglophones, américains, ça a été repris dans tous les médias sérieux en fait. Il aurait dû quand même mettre une petite parenthèse en bas, poisson d'avril, non? Il l'a pas mis dans l'article, mais l'histoire elle remonte donc au tout début du mois, puisque c'est le 1er avril. Il a fait cette petite news sur Warren Buffett. Alors généralement, dans les mots-clés, je crois que dès que tu écris Buffett, de toute façon, marché boursier, tu arrives tout de suite en haut des recherches. Warren Buffett et SMC, déjà, en termes de mots-clés, c'est déjà gros, là. C'est ça. C'est un article en mandarin ou en anglais? À la base, c'est un article qu'il a écrit en mandarin. D'accord. Sur ses réseaux sociaux à lui, mais en imitant, encore une fois, Bloomberg. Les gens qui ont traduit ça, ou peut-être de manière automatique, qui sait, instantanée, n'ont pas vu qu'il y avait poisson d'avril. Lui, dès qu'il a vu que son article a été repris, traduit et que ça allait loin, il a, aux premières heures du lendemain, fait un démenti en s'excusant d'avoir fait un poisson d'avril qui a peut-être été trop loin. Il n'avait pas imaginé que ce serait pris comme ça, mais le mal était fait. C'est-à-dire que l'action de TSMC a monté de plus de 4%. Il y a eu des transactions qui ont été faites sur ce dos. Ah ouais, là, on est carrément sur du comment on appelle ça, délit d'initié. Hein. Exactement. Et c'est pour ça qu'il encourt gros. Quoi. Alors il y a une enquête qui est lancée aujourd'hui. C'est-à-dire que l'action, elle, on disait qu'elle avait gagné 4%. À Taïwan, par effet de ricochet, l'action a grimpé de 2,6% en clôture du premier jour, sans compter le lendemain. Et donc, la valeur de l'action avait gagné quasiment 24 dollars américains c'est énorme. en une journée, ce qui est énorme. Et du coup, ça s'est répercuté sur les autres marchés financiers, et pas que le TAIEX. La bonne performance de TSMC, c'était génial pour la bourse de Taïwan, parce que avec un poisson d'avril, on a enregistré la journée record de l'indice de la bourse à plus de 20 000 points en clôture. Vraiment, il est très loin ce troll. Parce qu'il avait gagné 244 points en une journée. Alors du coup, comme tu disais, on entre dans un dossier de délit d'initié, parce que ça implique aussi beaucoup d'autres aspects. Les enquêteurs de la commission de supervision financière de Taïwan, elle se dit que c'est peut-être plus qu'un poisson d'avril raté, donc elle a été tout de suite mandatée parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées pour des gens qui ont perdu de l'argent. Et puis, ils sont en train d'enquêter pour voir si cet influenceur, Mostock, n'avait pas, lui ou des amis, profité de la situation pour avoir acheté ou revendu des actions. Des mouvements financiers dans les secteurs dans lesquels voilà, parce que s'il y en a par lui ou par ses proches, là, il encourt encore plus gros, parce que c'est clair qu'il y aurait délit d'initié, conflit d'intérêts, et ça aurait été pas qu'un mauvais poisson d'avril. Donc, pour l'instant, il y a toute une procédure administrative qui est lancée. Pour sa défense, Mostock, il insiste sur le fait qu'il n'a rien gagné à cette histoire. Au contraire, il a plutôt été mal vu sur les réseaux sociaux, mais ça a été commenté. Et il se met en stand-by, en silence des réseaux sociaux, le temps de l'administration, de l'enquête en cours, pour voir, pour montrer sa bonne foi, et qu'il n'a vraiment pas cherché à... il n'avait pas imaginé que ça prendrait toutes ces proportions, évidemment. Et il y en a qui ont commenté ce poisson d'avril en trouvant que c'était une très bonne idée, d'autres qui se sont dit tiens, pour une fois que ça fait du bien au marché financier de Taipei, c'est de la spéculation certes, mais finalement pourquoi pas quoi. Tout le monde peut y trouver son compte. Mais le directeur adjoint de la commission de supervision financière, Wang Homing, lui trouve ça moins drôle. Il trouve ça moins drôle. Il parle vraiment de violation claire et nette de la loi. Conflit d'initié ou non, ça c'est à voir parmi les autres chefs d'accusation. En tout cas, la bourse de Taipei, une fois qu'elle aura fini son enquête, elle transmettra ou non au procureur pour voir s'il y aura des poursuites judiciaires. Mais ça peut aller, on disait, délit d'initié, c'est 3 à 10 années d'incarcération, donc c'est la prison ferme, et ça va jusqu'à 200 millions de dollars taïwanais d'amende si jamais il est reconnu coupable.
Donc c'est un Lui ou petit ses poisson qui va, lui ou ses amis, Voilà. c'est un petit poisson qui va très très loin et qui fait pas que des heureux chez TSMC, chez Buffett et toutes ces grandes sociétés du marché boursier, parce que du coup, apparemment, même si elle démentit et que les choses sont rentrées dans l'ordre au niveau des valeurs du marché boursier, il y a eu des pertes derrière parce qu'il y a du coup des doutes, des gens qui se demandent est-ce qu'il n'y a pas eu des choses cachées sous ce couvert de poisson d'avril, est-ce qu'il n'a pas été manipulé ou qu'on n'est pas passé par lui pour faire ça. Ouais. Voilà, donc Bah, ça c'est la spéculation, quoi. Exactement. La spéculation part Voilà. toujours sur des, donc on est en sur train des de voir au rumeurs niveau à la des base. portefeuilles qui, oui ou non, auraient eu intérêt à faire ça. En tout cas, ce qu'on peut rappeler, c'est que Buffett, lui, il a revendu la totalité des 86% d'actions de TSMC qu'il avait achetées en 2021, je crois, dans le courant de l'année dernière. Il les a revendues à cause du risque géopolitique, même s'il reste très engagé dans les autres parts qu'il a de son groupe. Donc, il ne quitte pas son soutien de TSMC ou de ses investissements, mais il ne met pas tous ses œufs dans le même panier en raison de la géopolitique sensible de Taïwan. Ouais, j'avais vu qu'il y avait eu un transfert au niveau de ce portefeuille entre Taïwan et le Japon, je crois, principalement. C'est ça. Il avait retransféré la plupart des assets. Et ailleurs aussi, je crois, mais principalement le Japon. Principalement vers le Japon, tout à fait. Ouais. Mais tu me tends la perche, puisque en parlant de géopolitique, je vais ouvrir une page culture, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vais aussi parler de diplomatie. En fait, je vais vous parler d'une pièce de théâtre qui a été d'abord jouée en Allemagne, en Autriche et en Suisse ces derniers mois, mais qui ce week-end est en train de faire salle comble à Taipei, au Théâtre National. Et donc cette pièce de théâtre s'appelle « Ceci n'est pas une ambassade ». Ah oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Parmi les réalisateurs, je crois, il y a un francophone qui essaye de trouver un créneau horaire pour être interviewé au micro de RTI. Ah, super. Voilà, donc ce sera dans les émissions à venir. Très, très bien. Parce que justement, moi, je n'ai pas pu aller le voir ce week-end, mais j'ai écouté un petit peu, j'ai vu des vidéos du public taïwanais, des échos qu'ils avaient suite à cette pièce de théâtre, et apparemment, le public adore. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une ambassade virtuelle qui est construite dans les pays européens. Et donc, vous l'aurez deviné, je pense, ça parle évidemment de la situation diplomatique plus ou moins, très complexe plutôt, on va dire, de Taïwan. Ça parle aussi d'histoire, d'identité, de nation, de politique, de démocratie. D'accord. Alors, dans cette pièce, il y a 3 acteurs taïwanais. Qui jouent très très bien puisqu'ils jouent leur propre rôle. Donc c'est un ancien diplomate, donc un diplomate à la retraite qui s'appelle David Wu, une musicienne de jazz, Debbie Wang, Guo Jiayo, qui est fondatrice de l'ONG Taiwan Digital Diplomacy Association, une ONG qui promeut les liens entre Taïwan et les autres pays. Oui, c'est-à-dire que ce ne sont pas des professionnels du cinéma, mais ils jouent leur propre rôle dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Oh. Et en fait, le metteur en scène qui s'appelle Stéphane Kaigi, qui est suisse, il a interviewé à Taïwan pendant une résidence d'artistes 70 personnes pour savoir qui seraient les personnes qu'il allait sectionner pour raconter en fait leur propre histoire ou leur propre point de vue sur la complexité de la situation géopolitique et diplomatique de Taïwan. Et donc, cette pièce a été produite par le Théâtre National de Taïwan et le Théâtre de Vidi-Lausanne en Suisse. Oui. Alors, comment est-ce que Stéphane Kaigi a eu l'idée de faire cette pièce ? Tout simplement, il a été invité à Taïwan par le bureau commercial de Suisse à Taipei et il disait « Mais pourquoi vous vous appelez bureau commercial ?» Parce que lui, il avait été invité plutôt dans un cadre culturel. Et donc, les diplomates qui travaillent dans ce bureau lui ont dit en fait, nous sommes une sorte d'ambassade. Mais on ne peut pas en avoir le nom. Voilà, tout à fait. Et donc, Stéphane Kaigi a tiré la ficelle. À partir de ça, il a interviewé, ça l'a intéressé, il était curieux. Il a interviewé d'autres diplomates d'autres pays à Taipei.
Il a voulu savoir quelle était aussi la situation des bureaux de représentation de Taïwan à l'étranger, puisque Taïwan n'a que des ambassades dans les pays avec qui il a des relations diplomatiques. Donc il y en a 11 plus le Vatican à l'heure actuelle. Et pour le reste, ce sont des bureaux en fait. Comme par exemple pour la France à Taïwan, c'est un bureau français de Taipei. Et donc voilà, cette pièce a eu beaucoup de succès à Taïwan. J'espère qu'elle y sera rejouée parce que je pourrais aller la voir. Oui, j'aimerais bien Et aussi. j'ai aussi appris qu'elle sera probablement bientôt jouée en France, en Corée du Sud et en Australie. Donc on vous tiendra au courant si c'est le cas. Normalement, c'est une pièce jouée en anglais et à Taipei, elle a été jouée en chinois avec des sous-titrages en anglais. D'accord. Et s'il reste 2 minutes, je voudrais vous parler... Il reste largement le temps. Ah, super. Parce que je trouve... Deuxième chronique culturelle. Voilà. Je trouve que ça manque un peu de poésie en ce moment. Oui. Donc, on a des nouvelles... Tu vas nous faire une poésie improvisée. Non, pas du tout. Je vais juste vous parler de quelque chose que je trouve un peu poétique. D'accord. Mais bon, c'est mon point de vue personnel. En fait, j'ai vu passer cette information que le Festival du film de Taipei a rendu hommage le 9 avril au dernier peintre d'affiches de cinéma et de théâtre de Taïwan, en lui décernant le prix de la contribution exceptionnelle. D'accord. Et donc, il s'agit de Yan Jiangfa, qui a 71 ans. Et en fait, il fait ce métier depuis plus de 50 ans. Wow. Non seulement il peint les affiches, mais souvent il fait aussi le design de ces affiches. Donc c'est de l'artisanat, puis même peut-être une forme d'art, puisqu'elles sont finalement uniques. Et donc il rappelle que dans les années 70, chaque cinéma et chaque théâtre avait son peintre d'affiches à Taïwan. Bon, bien sûr, ce métier a disparu progressivement. Ah oui. Et donc, c'est le seul artisan qui reste dans ce domaine actuellement. D'accord. Et il travaille toujours pour la salle Tinmen à Tainan, D'accord. donc dans le sud de Taïwan. Du coup, sur place, on peut encore voir ces affiches peintes à la main comme ça. Tout à fait. Et on peut peut-être même le croiser si on a un peu de chance. Et au pic de sa carrière, il peignait plus de 200 affiches par mois quand même. Par mois. Par mois, ouais, 200 affiches par mois. Mais ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passaient aussi, alors. Tout à fait. 200 affiches par mois. Et en fait, il est assez connu à Taïwan, même à Taipei, parce qu'il avait reproduit il y a quelques années la couverture d'un album de Coldplay sur un mur public à Ximending. Ah oui, j'avais vu ça. Et donc, il y avait les fans de Coldplay qui venaient se prendre en photo devant ce mur. Oui. Et donc, en fait, pourquoi aussi le Festival du film de Taipei lui a rendu hommage, c'est parce que probablement, quand il disparaîtra, il n'y aura plus d'autres peintres d'affiches. Et en fait, il commence déjà à avoir des problèmes de vue. D'accord. Donc, il est presque aveugle, pas encore tout à fait, mais il voit pas plus grand-chose. Ce qui est un gros handicap pour son travail, de coup. Ah bah oui, là, tout à fait. Mais malgré tout, en fait, il continue à travailler donc, à Tainan. Et donc, on peut encore le voir quand même, si on a un peu de chance, devant la salle Tinmen. Et il a déclaré qu'il peindrait jusqu'à ce qu'il n'y voit plus rien. Donc il est vraiment passionné, quoi. C'est toute sa vie, quoi. Tout à fait. La contribution spéciale d'une vie, c'est la récompense la récompense, c'est quoi? C'est le festival du film qui lui remet ça, c'est pas le ministère de la Culture directement. Non, c'est le festival du film. D'accord. Et c'est tout à fait exceptionnel parce que normalement, ils remettent plutôt des récompenses aux personnes qui tournent dans les films ou qui tournent des films. Alors lui, il a jamais été acteur de film, etc. Mais en fait, il connaît il les a tous peints, il connaît toutes les histoires. Wow. Et il a aussi beaucoup promu en fait le cinéma et le théâtre à Taïwan grâce à ses dessins. Et ce qui est intéressant, c'est que le design, comme tu disais, c'est lui qui le fait aussi. Ça veut dire qu'il doit d'abord vivre ce qu'il va peindre. Donc en effet, il doit connaître plein de secrets, plein de coulisses de toutes ces histoires. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'était mon petit volet culture et poésie. Mais voilà, moi en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir interviewer sur RTI donc cette personne à propos de... Pour Ceci n'est pas une ambassade, oui. Voilà, la pièce de théâtre. Voilà, c'est le metteur en scène, Stéphane Kaigi. Ouais. Voilà, donc son nom est dans les dossiers. On espère juste que ça va vraiment pouvoir matériellement se faire parce que ces minutes de son agenda très chargé sont comptées. Oui, j'imagine qu'il attire beaucoup l'attention des médias taïwanais.
Voilà, eh bien, c'est déjà la fin de l'émission On en parle à Taïwan de cette semaine, qui vous était présentée par Valentin Floquet. Ça. et François-Xavier Boulet.